Bonjour, non. Bienvenue à nouveau. Très heureux de vous accueillir pour cet après-midi qui démarre. Petite nouvelle d'abord, pour vous informer qu'on était dans le top 10 des meilleurs tweets ce matin. Avec un peu de son, c'est mieux, merci beaucoup. Qu'on était dans le top 10 des meilleurs tweets ce matin, donc on en est très fiers. Et merci à Elliot pour ce boulot. Alors, maintenant, notre troisième session. Comme je vous l'ai dit ce matin, on voulait aborder un peu tous les thèmes. On voulait être trans, nous aussi, dans une certaine mesure. On va être cross. Et là, on va parler d'écriture numérique. Une révolution en marche, c'est un peu la question qu'on s'est posée. Et pour y répondre, on a la chance d'avoir par ordre alphabétique Arnaud Dressen, fondateur de Honky-Tonk, Sandrine Girbal, CEO de Happifany, Marta Gomez, qui nous vient du Portugal et qui est writer et producer at Be Active, et enfin Alexander Knetig, qui est Interactive Commissioning Editor pour Arte, voilà, qui sont venus, et tout ça va être animé de main de maître par notre cher ami Nicolas Brie d'Orange Valley. Voilà, merci à tous. Bonjour à tous, bienvenue à ce débat sur l'écriture numérique. Alors, c'est un débat, donc n'hésitez pas à poser des questions si les lèvres vous brûlent pendant le débat. Et puis, sans ça, à la fin des exposés, il y aura aussi une session questions-réponses. Merci d'être là à 15 h, l'heure de l'endormissement. On va essayer de vous maintenir éveillés, de créer de l'attention au cours de ce débat. Avant que chacun des participants se présente, je voulais dire deux mots sur les questions qu'on allait balayer. J'ai souhaité qu'on soit le plus concret possible, parce que quand on parle d'écriture numérique, parfois on peut avoir tendance à parler concept, et là j'ai voulu qu'on parle projet, exemple de réalisation, exemple de succès, de satisfaction ou de difficultés rencontrées. Et ça tombe très bien, puisque les 4 intervenants de notre panel sont vraiment des faiseurs, des gens qui ont mené des projets d'écriture, de développement et de réalisation numérique. Je propose que chacun se présente et puis en même temps, après la présentation de sa société, choisisse un projet qui lui paraît particulièrement représentatif de l'écriture numérique. Pourquoi ce projet, avant les médias numériques, finalement, n'aurait eu aucune chance d'exister ? En quoi les médias numériques ont permis de donner vie à ce projet-là, que ce soit un projet référence pour eux. Moi, c'est Citizen Kane, mais bon, c'est pas un projet numérique, ou que ce soit un projet qu'ils aient réalisé et dont ils sont qui leur sont particulièrement illustratifs. On va commencer par... So I'm first and my name is Marta. Bonjour, je m'appelle Marta, je travaille pour Be Active au Portugal. Nous avons commencé au titre d'entreprise de production transmédia, notre premier projet. Le premier à être présenté comme un grand défi était les journaux de Sophie, Sophie's Diary. L'objectif consistait à proposer au public de décider de ce qui allait se passer dans l'histoire, de décider de ce qui allait advenir des personnages. Nous avons lancé un site internet très simple. Il s'agissait de pages d'un journal intime, le journal de Sophie, dans lequel elle racontait ce qui lui arrivait. Un dilemme s'est posé à nous à la fin de l'entreprise. Par exemple, demain, j'ai un examen au lycée. Est-ce que je devrais plutôt aller voir mon copain ce soir ou alors réviser pour mon examen? Ce sont des questions simples auxquelles les adolescents sont confrontés tous les jours et qui leur permettent de s'identifier facilement. Le problème qui s'est posé était le suivant. Comment allons-nous traiter cette information? Comment allons-nous faire évoluer l'intrigue? Car au départ, il ne s'agissait que d'un site internet, donc purement du texte. Et très rapidement, le public en voulait plus, voulait connaître le terrain, voulait savoir à quoi ressemblaient les amis de notre héroïne. Et il nous a fallu lancer un casting et décider ou choisir l'apparence des personnages.
Afin que le public puisse participer plus en avant et soit plus intéressé par le processus, nous avons lancé un sondage sur Internet en demandant quelle était selon eux l'apparence de Sophie, si elle avait les yeux verts, bruns, si elle était grande ou petite, etc. En l'espace de 2 mois, nous avons pu ainsi concevoir Sophia et ses amis. Et le projet a pris une telle ampleur sur Internet que nous avons été invités par un éditeur afin de publier des livres relatant l'histoire de Sophia. Nous n'avions qu'un paragraphe par jour et un dilemme auquel elle était confrontée par jour. Nous avions en 2 mois 60 pages d'un ouvrage et il nous fallait développer le reste de l'histoire et le reste des personnages. À la fin de l'année 2003, nous avons publié 3 ouvrages et avons commencé à développer la série télévisée. Sur tous ces projets, le public avait sa voix au chapitre, pouvait envoyer des emails, pouvait exprimer son avis au sujet du développement de l'intrigue. Le défi principal était le suivant: comment rendre l'histoire suffisamment intéressante pour que le public continue de regarder, car un programme télévision doit être glamour, doit être différent de votre vie quotidienne, mais il doit également donner au public la possibilité de s'identifier aux personnages qui doivent être des personnes ordinaires, comme les amis que je rencontre au lycée. Donc il était difficile de trouver cet équilibre entre d'une part le contenu et d'autre part l'aventure que Sophie allait vivre, qui devait être d'un côté attirant et glamour et de l'autre crédible et normal, banal. C'était donc le plus grand défi auquel nous avons été confrontés en termes d'écriture. On va parler des challenges et des difficultés et des succès, mais est-ce que je peux résumer le projet, lui mettre une étiquette en disant que c'était un livre participatif qui s'écrivait sur Internet? Ça a commencé comme ça? Yes. D'accord. Oui. Alors, Alexander, de quoi veux-tu nous parler? C'est encore rouge. Ça reste rouge. Oui, je pense. Bon, give it back. No, I want, bon, okay. Donc moi c'est Alexander, je travaille au pôle web d'Arte et je suis les web productions d'Arte, un peu comme d'un point de vue éditorial, comme ce que ferait un chargé de programme à la télé, jusque sur le web ça n'existait pas encore il y a peu. Et donc au pôle web d'Arte, nous avons en général 2 grands types de production. D'un côté, on fait de l'accompagnement de nos programmes antennes, un peu comme toutes les autres chaînes de télé, avec des dossiers web enrichis par rapport à nos documentaires, nos fictions qui passent à l'antenne. Et cette deuxième activité, qui est une activité de production pure, donc depuis 2008, nous produisons des œuvres web natives, donc ils peuvent avoir un relais antenne, mais ne doivent pas forcément l'avoir. Et depuis 2009, nous avons même un budget spécifique à ça. Donc la possibilité de produire des œuvres interactives qui ne doivent pas être à l'antenne d'Arte après. Donc moi, le projet dont je voulais parler, j'avais longtemps hésité, je m'étais dit peut-être parler de Prison Valley, mais je pense que dans ces cercles-là, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. C'est pour ça que je voulais parler d'Addict, qui était notre première web fiction qu'on a lancée en novembre 2010. L'idée, c'était une idée de fiction très très simple. Il y a eu un casse qui a eu lieu à Bordeaux, dans une cité. Il y a un enfant qui a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toute la série, donc c'était 80 petits épisodes disséminés sur un mois. C'était retrouver qui a fait ce casse-là et où est passé l'enfant. Là où on voulait vraiment être dans le digital storytelling, c'est d'un côté de se dire, si une œuvre aujourd'hui elle est sur Internet, il faut qu'elle obéisse à des codes Internet, donc des vidéos plutôt courtes, ce que les gens ont l'habitude de voir sur YouTube, sur toutes les grandes plateformes de vidéos.
il faut qu'il y ait une certaine interactivité. Surtout, il faut qu'elle soit sur le web finalement. Il faut que ce soit pas un DVD interactif super bien foutu, mais que ce soit totalement isolé du reste de la toile. Ce qui pour un documentaire est relativement simple, parce que juste mettre des infos contextuelles en lien, ça va. Pour une fiction, c'est déjà un défi beaucoup plus grand. Parce que le web, c'est la réalité, alors que la fiction, on est dans un environnement fermé de scénarios. Donc ce qu'on avait imaginé entre le pôle web, la prod qui était Mascaret, et Pierre Merle, qui entre-temps a rejoint France 3 et qui, je pense, est en rendez-vous. Je ne pense pas qu'il soit dans le public, je l'ai croisé avant, non, il n'est pas là. Donc ce qu'on avait imaginé, c'est donc de fragmenter à un maximum la narration de cette œuvre-là, de travailler avec surtout des comédiens non professionnels dans la cité où on est allé tourner, pour engendrer de la participation. Ce qui a marché surtout aussi, au-delà de la narration principale dans les 80 vidéos, créer des profils et des sites web en une espèce de gros ARG interactif, où les gens, en voyant un épisode, par exemple, il y a à un moment donné un des personnages principaux qui va voir une voyante. Donc cette voyante, à partir de ce site-là, elle avait un autre site fait dans du bon vieux HTML des années 90, comme les sites de voyantes que vous pourrez voir sur le web. Et c'est sur ces sites tierces que les gens pouvaient recevoir des indices sur qui a commis ce casse, comment ça s'est passé, et de savoir avant la fin de la première saison, de connaître le dénouement, en gros, s'il cherchait très loin. Je voulais en parler d'un côté, donc, parce que pour nous c'est un vrai exemple de narration interactive, et de l'autre côté aussi pour vous parler de tous les défis auxquels on se heurte, parce que c'était finalement, même si on a beaucoup investi, si on a beaucoup réfléchi sur la façon dont on raconte les choses, finalement c'était un des projets qui a eu l'audience la plus réduite, parce qu'on voulait faire un truc grand public qui s'adresse aux jeunes. Finalement on l'a fait sûrement la chose la plus expérimentale depuis que cette activité existe chez nous en 2008. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler, de partager ça avec vous. On va parler pareil, hein, comme pour Martha, mais si je veux résumer le projet, tu as parlé de narration interactive, j'avais envie de parler d'univers de contenu, parce que à cause de cette dissémination de différentes infos, différents sites, est-ce que tu es d'accord avec ça? Absolument, c'est vraiment un univers de contenu, juste prendre un contenu et le décliner en multiplateformes, même sur des plateformes tierces qui n'ont plus rien à voir avec le projet en soi, en utilisant des codes qui seraient les codes de la vie réelle. Bonjour, je suis donc Sandrine Gerval, je suis la fondatrice de la société Epiphany. On est une société transmédia, une agence transmédia. On s'est spécialisé, maintenant ça fait 3 ans qu'on existe, et on s'est vraiment spécialisé nativement sur l'écriture de ce type de projet qui nécessite effectivement de penser une écriture spécifique pour chaque support. On sait également, je pense qu'on a aussi une expertise en termes d'animation de communauté, de construction de communauté. Et chez nous, chez Epiphany, on aime à parler de community management créatif, puisque effectivement nos animateurs de communauté dans des dispositifs de fiction vont être amenés à incarner des personnages de fiction comme dans un jeu de rôle et à interagir avec le public. Donc ça pose effectivement des questions extrêmement importantes en termes d'écriture auprès des auteurs. Donc je pense qu'on pourra revenir un peu sur ça. Donc Epiphany, ça existe depuis 3 ans. On a fait un premier projet on était producteur sur ce projet autour d'une série télévisée qui s'appelait Faits divers paranormaux. Plutôt un projet vidéo avec effectivement tout un dispositif qu'on proposait, une plateforme avec des défis en ligne où on proposait aux internautes en fait de participer à l'histoire sous forme de contenu qu'eux-mêmes produiraient dans l'univers de la fiction. Donc là on était dans le paranormal avec des enquêtes de proximité sur un ange gardien, sur des ovnis, etc. Et donc on demandait aux gens de produire eux-mêmes des textes et des photos dans le ton de la série. Voilà, donc ce qui a pas mal fonctionné, on a récolté quand même pas mal de contenu qu'ils avaient la possibilité de géolocaliser.
Les personnages de la fiction pour la partie série télé qui était diffusée sur Orange Cinéma Série étaient également incarnés sur les médias sociaux, ce qui permettait au public en fait également de découvrir le off des enquêtes et la vie intime des personnages et également de leur poser des questions en temps réel et en direct. Donc c'est vrai que là il y a une petite il y a une petite frontière. Enfin, la frontière est un petit peu brouillée entre la fiction et le réel, puisque les gens ont l'impression de parler à des personnages comme s'ils rentraient dans leur quotidien, puisque concrètement, les informations des personnages tombent dans le newsfeed de nos utilisateurs. Voilà. Et la troisième phase de ce projet, en fait, consistait à embrayer sur la réalité, et on a produit un alternate reality game, donc un jeu en réalité alternée avec mon compère Julien Aubert, qui malheureusement est parti, je crois. Effectivement, on engageait cette fois-ci les gens à poursuivre les enquêtes qu'on avait développées pendant la série télé vers le réel. Et donc on a vraiment créé une enquête in situ avec des indices à retrouver dans un hôtel, dans un parc. Voilà, donc cette partie-là était vraiment très intéressante puisque les plus engagés de nos spectateurs internautes se sont déplacés dans le réel pour poursuivre les histoires jusqu'à même rencontrer les personnages de la fiction. Donc là, il y a vraiment un choc entre fiction et réalité. Voilà. Et puis d'autre part, on a poursuivi, on intervient aussi au titre de consultant et on accompagne des projets également pour Orange. Et toute cette année, on a accompagné une fiction littéraire interactive qui est Fanfan 2, 15 ans après. Donc je pense aussi j'ai pas mal de choses à dire parce que je viens juste de terminer la production de ce projet. Et c'était vraiment une expérience très intéressante parce qu'aussi avec le littéraire, je pense qu'on renoue aussi avec aussi un peu avec ce qui est la source d'Internet, qui est la discussion et la production de textes. Donc c'était vraiment passionnant. Et là, effectivement, on a recréé, on est allé encore plus loin, je pense, sur l'utilisation de la fiction et les médias sociaux, dans le fait que le personnage principal communiquait quasiment minute par minute avec les internautes via un feuilleton Twitter. Donc il y a eu plus de 4300 tweets, je crois, sur 7 mois. Donc c'est quand même une expérience qui a été assez longue et qui nous a permis de tester beaucoup de choses en termes d'écriture, de construction de l'interaction avec les lecteurs d'Alexandre Jardin. Voilà. Je vais avoir du mal à mettre une étiquette sur tout ce que tu as évoqué, mais on retrouve la notion d'interaction avec l'audience, on retrouve la notion de, finalement, le récit s'écrit au fur et à mesure des interactions avec l'audience aussi. Je suis acteur du récit. Arnaud, tu nous donnes ton éclairage. Volontiers. Donc, je suis fondateur d'une société qui s'appelle Honky-Tonk Film, qui est dédiée depuis 4 ans à l'expérimentation sur les nouvelles écritures audiovisuelles sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, on ne produit que des programmes qui sont diffusés sur Internet. On s'intéresse bien sûr aux autres supports de diffusion, mais on était convaincus dès le début que c'était intéressant et important de se consacrer à plein temps, de réunir des équipes qui ont un savoir-faire particulier, ou en tout cas qui veulent développer un savoir-faire particulier, puisqu'il y a bien un savoir-faire particulier sur Internet. On en parlera peut-être, mais on est sur des problématiques qui sont technologiques, qui sont artistiques, qui sont dans le thème organisationnel. Aujourd'hui, on est donc une équipe de 7 personnes et on s'est dédié donc à production de documentaires et de reportages principalement, en commençant donc il y a 4 ans avec un certain nombre de projets, mais en particulier Voyage au bout du charbon qui nous a lancé sur les pistes. Sur une première piste qui était comment est-ce qu'on met l'internaute au centre du récit, puisque finalement quand on est sur Internet, en tout cas les internautes sont habitués et s'habituent de plus en plus à naviguer, à se filtrer, à se faire leur propre navigation. Et donc la question c'était comment est-ce qu'on peut jouer sur une dynamique d'enquête, en l'occurrence là dans l'enquête Voyage au bout du charbon, une enquête de fond dans un contexte assez extrême puisqu'il s'agissait des mines de charbon chinoises. Comment est-ce qu'on peut utiliser en fait ce cadre-là, ce contexte, cet environnement d'histoire pour inviter l'internaute à partir faire sa propre enquête.
Donc créer sa propre navigation, aller sur les à côté de l'enquête aussi, mais aussi accéder à différents niveaux d'information et avoir une expérience plus ou moins longue, puisque c'est aussi ça, hein, quand on parle de personnalisation de la navigation sur Internet, on parle aussi de je vais rester, et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui se passe sur la plupart de nos programmes, les internautes vont rester de 2 minutes à 20 minutes, voire plus, et on a une répartition très large en fait de ce temps de visionnage. Ce qui veut dire qu'on va penser, et ça c'est sur tous nos programmes, la navigation d'internautes, et on va imaginer finalement plusieurs scénarios de navigation. Et ça c'est une complexité particulière au niveau du montage, mais même si on remonte encore plus la chaîne de fabrication au niveau de l'écriture du scénario. Voilà. Donc c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à développer des outils de production propres. En l'occurrence, un logiciel qui s'appelle Clint, qui est montré ici sur un stand qui est juste en bas, et qui nous sert, nous, et qui nous a servi jusqu'à présent en interne, à aider les auteurs, les réalisateurs, les monteurs, à s'approprier ce montage-là, justement la question de la navigation, la question de la gestion de l'hyperlien, et de l'intégrer à l'intérieur de la chaîne de production de la manière la plus fluide et efficace possible, parce que comme vous le savez, on est dans une économie qui est quand même tout à fait, qui est encore 2 à 3 fois inférieure à celle de la télévision, et pourtant on a des équipes qui sont souvent avec des savoir-faire plus spécifiques, plus pointus, ou en tout cas tout aussi chers que ceux qu'on a en télé. Voilà. Alors, tu as évoqué des parcours multiples finalement proposés à l'internaute qui peut personnaliser son parcours. Je crois que dans l'univers de contenu d'Alexander, on peut aussi avoir des parcours différents selon son choix. Il me semble que c'est bien une caractéristique de l'écriture numérique. On en parle souvent en la rapprochant de l'écriture pour le jeu vidéo, puisque on peut tous jouer au même jeu vidéo et on va tous avoir des parcours différents. Personnellement, je ne vais pas dépasser l'étape 1, mais mon fils, lui, va aller assez vite en étape 4 et 5. Est-ce que vous avez travaillé dans le cadre de vos projets ou que vous avez évoqués ou dans le cadre d'autres projets avec des gens venus du jeu vidéo, et qu'est-ce que vous avez appris avec eux? Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement sur l'écriture numérique? Qui veut... Oui, nous, chez Epiphany, effectivement, on a travaillé sur les 2 projets avec des gens qui venaient du jeu vidéo. Sur FDP, effectivement, 2 game designers qui nous ont vraiment aidés à structurer, parce qu'ils avaient dans leur culture... Game designer, il faut que tu définisses. Le game designer, c'est celui qui va vraiment construire les mécaniques de recrutement et qui s'apparente à des mécaniques ludiques qu'on peut transposer pour la fiction en fait, et qui vont permettre effectivement de construire l'interaction pour avancer dans l'histoire. Donc ça effectivement ça convoque des notions telles que franchir des paliers, se repérer dans l'histoire et jouer un rôle dans l'histoire aussi, évoluer avec l'histoire. L'histoire, c'est faire évoluer quelqu'un, ça c'est transformer le regard à la fin de l'histoire, normalement dans un parcours initiatique. La personne doit être transformée, son regard doit être transformé. Je pense qu'avec le game design, en fait, on arrive à le régir avec des règles et des codes propres aux jeux vidéo. Est-ce que tu voulais dire... Enfin, ce qui me paraît en tout cas effectivement hyper intéressant dans le jeu vidéo, c'est que les scénaristes de jeux vidéo savent construire des histoires où il y a plusieurs débuts, plusieurs milieux, plusieurs fins. Et ça, c'est quand même une discipline, c'est assez difficile à concevoir quand on est habitué à créer des histoires verticales, presque, pour pas dire linéaires, parce que là, qui ont vraiment un début, un milieu et une fin dans un ordre bien défini et avec une durée qui l'est aussi. Là où dans le jeu vidéo, on peut effectivement jouer une partie qui va durer plus ou moins de temps. Donc c'est vrai que c'est un savoir-faire très, très intéressant en tout cas pour nous. Alors justement, ça enchaîne sur l'autre question que je voulais poser. On est toujours dans qu'est-ce que c'est l'écriture numérique, hein, tu as prononcé le mot linéaire, et il me semble que quand on parle d'interaction avec l'audience, l'histoire se construit au fur et à mesure, ou de construction de parcours personnalisés, on n'est plus dans du linéaire, évidemment. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce qu'il y a des contenus qui, du coup, se prêtent pas du tout à l'écriture numérique, parce que fait pour le linéaire et pas pour autre chose, quoi? Oui, je leur ai posé certaines questions avant, mais pas toutes, en fait. C'est pour ça, il y en a certaines qui sont un peu surpris.
Je pense qu'il y a certains contenus qui se prêtent vraiment assez mal à l'écriture délinéarisée. On a par exemple trouvé, nous chez Arte, tout ce qui est découverte et connaissance, c'est quelque chose qui est très présent à l'antenne, mais pour le moment on n'a pas trouvé de manière d'adapter ça au web, parce que c'est vachement difficile d'avoir un contenu délinéarisé pour que les gens débattent dessus. C'est très facile de faire Prison Valley autour de ça. C'est beaucoup plus difficile de faire un truc sur, je sais pas, sur les volcans. Et de faire ça à part les gens qui vont dire oui, le volcan islandais m'a pourri mon dernier voyage. Il n'y aura pas beaucoup de débat qui va être généré autour de ça. Et surtout, il y a un certain manque de pertinence de délinéariser ça, parce que les gens, quand ils voient quelque chose qui serait plutôt de l'univers découverte et connaissance, on veut juste apprendre. On n'a pas envie à cliquer de partout, à commenter, parce que c'est quelque chose dont on ne savait rien une heure avant. On ne va pas vouloir donner l'opinion une heure après, je pense. Et aussi un deuxième domaine où je pense que c'est plus difficile de ce qu'on pense, c'est la fiction. Mine de rien, je pense que la fiction en jeu vidéo, ça marche super bien, ça marche depuis 20 ans, et certains des meilleurs scénaristes, je pense, en Europe aujourd'hui sont là-dedans. Mais néanmoins, pour faire une simple web fiction et pour justifier sa présence sur le web, je pense que c'est beaucoup plus difficile, parce que finalement, quand on voit une fiction, on a envie de suivre presque en linéaire. On n'a pas envie de tout savoir tout d'un coup. On a envie de créer le suspense, l'attente, et tout ça, c'est pas quelque chose qui est nativement web. Je pense qu'on peut le faire, mais je pense que c'est très difficile à imaginer nativement dans un support web. I'm sorry, I was listening. Désolée, j'ai écouté l'interprétation, c'est pour ça que ça m'a pris plus longtemps. Avec le journal de Sophia, l'écriture de l'histoire était assez facile. Pourquoi? Nous avions une histoire principale que nous souhaitions raconter, et nous avons ouvert quelques épisodes au public afin de lui permettre de nous aider à construire l'histoire. Bien sûr, à long terme, lorsque nous avons terminé le premier ouvrage, tous les récits qui avaient été écrits ont été pris en compte, tous les emails ont été lus, toutes les propositions ont été prises en compte pour le journal de Sophie. Les difficultés à créer ou à réaliser un projet d'écriture numérique. Si je rebondis justement, Martha, sur le projet de Sophie's Diary, le journal de Sophie, et non pas le choix de Sophie, c'était d'abord un livre, et ce qui permettait des interactions, des mises à jour de l'histoire assez faciles avec les suggestions des internautes. Je crois que tu as évoqué que c'était ensuite devenu un projet vidéo, télévisé. Est-ce qu'il y a eu la même gestion des retours des internautes pour mettre à jour l'histoire? Est-ce que ça a fonctionné? Nous, en France, on a quelque chose qui s'appelle Plus belle la vie, qui intègre comme ça des réactions des gens au fur et à mesure dans ce qu'on appelle des cycles de production courts. Mais c'est un peu un ovni. Hein. C'est très peu répandu. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as pratiqué What happened with Sophie's? Ce qui s'est passé avec le journal de Sophie, comme je l'ai dit, c'est qu'il y avait cette histoire principale et un certain nombre de variations de l'histoire qui étaient ouvertes, qui étaient soumises à la discussion ou au vote. Par exemple, lorsque nous sommes passés à la production télévisée, nous avons filmé l'histoire principale sans interaction avec le public. Par la suite, nous avons inséré des petits passages de l'histoire qui ont été ouverts à l'interaction et à la discussion avec le public. C'est ainsi que nous avons procédé. Sans cela, les coûts de production augmentent et atteignent des sommes impossibles à financer. C'est ainsi que nous avons procédé et c'est ainsi que nous sommes parvenus à faire participer le public à notre contenu. Par rapport aux difficultés de réalisation d'un projet d'écriture numérique, donc là on a évoqué un point, la production. Est-ce que vous voyez d'autres choses
auxquels vous avez dû faire face, des problèmes de compétences qui sont différentes de celles d'un projet traditionnel, des problèmes de... Bon, sûrement pas de problème de budget, je pense. Hein, donc, des problèmes... voilà. Donc, parlez-nous un peu de votre vécu. Qu'est-ce qui a changé par rapport à un projet traditionnel média et qu'est-ce qui s'est avéré compliqué à gérer ou pas En tout cas, sur des dispositifs de fiction participatif interactif, ce qui est intéressant de savoir par rapport à l'écriture, effectivement, donc on agrège des équipes pluridisciplinaires avec des auteurs, des game designers, des animateurs de communauté. Donc c'est vrai que ça restructure complètement la façon dont on fabrique les contenus, puisqu'on établit ensemble un peu le sens collectif de l'histoire, donc c'est compliqué. Un auteur reste évidemment la caution morale et garant de son univers, mais il doit déléguer quelque part une part de sa propriété intellectuelle ou de son univers, et faire confiance à une équipe entière pour construire ça ensemble. Donc ça, c'est une première difficulté, je pense. Ces différentes compétences, tu les associes assez en amont dans le projet, ou ils viennent au fur et à mesure dans une approche un peu séquentielle Alors c'est vrai que ça va être aussi en fonction du budget. Donc effectivement, je dirais qu'un auteur peut d'abord écrire une bible et puis formaliser les codes de son univers, et ensuite, dès qu'on a un peu de budget, je pense qu'il faut associer le plus vite possible les game designers et surtout les animateurs de communauté, les community managers qui vont après porter le contenu vers le public. Donc ça me semble vraiment essentiel qu'ils participent, qui fasse partie du travail créatif en amont. Et la deuxième difficulté, c'est qu'on construit effectivement un contenu pour le public en fonction de ses retours. Donc on rééditorialise aussi, par exemple sur Facebook, les commentaires, ou on essaye d'intégrer à l'histoire leur participation, et notamment sur Fanfan 2, on l'a vraiment fait de manière très rigoureuse, c'est-à-dire qu'on se réunissait, concrètement ça se passait comme ça. Toutes les semaines, on réunissait tout le monde, comme un petit comité éditorial avec Alexandre Jardin, Stéphane Adamiac de chez Orange, de la division des contenus d'Orange, nos deux community managers chez Epiphany, et vraiment toutes les semaines, on faisait remonter quelles avaient été les réactions par rapport à l'histoire du personnage, et on a vraiment adapté le contenu en fonction des retours des gens, en les nommant aussi, les gens font quasiment partie de l'histoire, puisqu'on les mentionne dans l'histoire. Voilà. Et ça, ce fait que l'auteur finalement voit son histoire se transformer au fur et à mesure de l'engagement de l'audience, c'est un point qui vous paraît aller dans le sens de l'histoire, qui est facile à accepter pour les auteurs, où il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que leur histoire est un espace fermé et pas ouvert à évolution suite aux interactions. Je pense que, en tout cas, l'exemple d'Alexandre Jardin, c'est intéressant parce que c'est super. Sauf son respect, c'est pas un auteur né de la dernière pluie, entre guillemets. Enfin, il n'est pas très vieux, mais il n'est pas tout jeune non plus, puisque moi je l'ai lu quand j'étais gosse. Donc... Ouais. Il a un enthousiasme incroyable. Je pense qu'il est vraiment venu sur ce projet en se disant qu'il allait apprendre, plutôt que chercher à énoncer des vérités théoriques sur une potentielle écriture numérique. Donc partant de là, en fait, je pense qu'on a fait un travail vraiment très ouvert avec lui, et que lui a été très très surpris en fait des retours de ses lecteurs via Internet. Et je pense qu'il a eu à cœur vraiment de réintégrer tout ça comme une matière justement très inspirante sur laquelle il pouvait rebondir pour continuer à tenir quand même 7 mois de fiction littéraire, quotidienne. Pardon. Nous, je crois on fait face tous les jours à un certain nombre de problématiques ou de difficultés. De manière générale, je pense que la production documentaire et la production de reportage, c'est un milieu qui est déjà difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est amené à travailler dans des temps qui sont relativement courts, et ça, entre autres, en raison des budgets qu'on a. Et les chaînes sont les diffuseurs sont de plus en plus en demande de programmes, et de programmes qui sont réalisés dans des temps courts. Donc on a une vraie problématique sur le temps de travail. On n'a pas un an, on arrive à trouver un an et demi pour développer, réaliser, produire, diffuser un projet. Mais c'est presque pas assez quand on part sur des projets de long format comme on aime le faire. L'autre aspect aujourd'hui sur lequel on se penche en particulier, c'est la notion de participation des internautes.
et comment est-ce qu'on intègre ces participations à l'intérieur de notre récit, comment les auteurs avec qui on travaille anticipent, pensent la manière avec laquelle ils vont faire participer les internautes qui vont accéder au programme, qui vont l'enrichir. On parle souvent du 1% de contribution. C'est vrai que ça veut dire que 1% de l'audience va effectivement contribuer à un contenu. Donc ça, une contribution, j'entends par là, ça va du commentaire à la contribution d'un média, d'une vidéo, d'un témoignage. Donc aujourd'hui, c'est cette dimension-là qui nous intéresse le plus, et c'est celle sur laquelle il y a vraiment le moins d'expérience, et sur laquelle on a une contrainte qui est double, puisqu'il s'agit de bien l'anticiper en amont, et de s'assurer qu'au moment où le programme est mis en ligne, c'est là où tout démarre. Et c'est vrai que ça, et donc ça veut dire être dans une relation de confiance et de partenariat avec les partenaires diffuseurs, qui est particulièrement intensif, en tout cas exigeante, puisqu'il s'agit d'être dans cette relation de partenariat pour animer, inciter les internautes à participer et finalement à se retrouver autour de la table, autour d'un écran, avec les internautes, qu'on soit un auteur, qu'on soit un directeur de la communication, le programmateur, le producteur. Et c'est vraiment cette dimension-là qui est, je crois, aujourd'hui la plus difficile en tout cas à mettre en place, puisqu'elle demande du temps, et elle demande du temps à partir du moment où on diffuse. Là où les diffuseurs, la plupart du temps, sont habitués à ce qu'on leur livre un programme prêt à diffuser, et une fois qu'on a livré le programme, c'est bon, on peut facturer, c'est fini, c'est eux qui s'occupent de la diffusion. Et c'est vrai qu'on est dans une double logique, parce qu'on a envie de participer à cette diffusion, et en même temps, on a des structures en face qui ne sont pas encore tout à fait habituées, et effectivement, c'est une question de confiance et d'expérience qu'on est tout juste en train de créer. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Alors je pense qu'Arte, donc on a parlé de challenge et équipe pluridisciplinaire, tu as parlé de temps de développement qui se raccourcissent, et effectivement la relation diffuseur-producteur qui change complètement, qui devient de séquentiel à quelque chose de beaucoup plus en partenariat. Et je pense qu'Arte est assez avancé dans ce domaine-là, mais effectivement, je rejoins Arnaud, peut-être pas totalement représentatif. Mais c'est intéressant que tu nous dises ton retour d'expérience du côté de Arte. Moi, je pense que effectivement, peut-être dans d'autres chaînes, il y a une moindre transversalité. Dans les unités de programme, on sait très très bien parler aux producteurs, et d'un point de vue de management de projet, c'est génial. Juste que c'est pas encore tout à fait descendu dans les équipes web. Très souvent, nous, on a la chance, bien sûr, d'être une structure relativement petite par rapport à d'autres structures, donc c'est venu un peu plus naturellement. Ce qui, moi, me semble, c'est que vraiment la relation entre diffuseur et producteur est au centre de toute problématique, et finalement, par rapport à ça, je parlais vraiment pas de révolution, mais d'adaptation, parce que finalement, c'est cette relation-là qui était au centre de la production audiovisuelle classique depuis ses débuts. Donc moi, ce qui me semble, peut-être d'abord par rapport aux auteurs, effectivement, c'est pas toujours facile de faire comprendre à un auteur qu'on voudrait quelque chose, qu'on voudrait un programme qui implique l'internaute. Du coup, son scénario initial peut fortement évoluer, mais dans ce sens-là, pour moi, la chose fondamentale, c'est d'annoncer la couleur dès le début. Dès le début, dire ça va être quelque chose de participatif, ou ça va être quelque chose qui finalement va donner lieu à un PAD et on n'en parle plus. Donc je pense que ça, c'est très difficile. Et après aussi, je pense que la participation en général pour ces productions, l'intérêt de cette participation varie énormément selon les projets. Je pense que notamment sur des projets documentaires, le user-generated content, on s'est aperçu que c'est pas 1%, c'est 0,0001%, parce que si on l'avait tenté pour Havana Miami, par exemple, envoyez-nous vos photos et vidéos tournées à la Havane. Déjà, pour tourner à la Havane, c'est pas simple. Et en plus, pour avoir assez de gens, pour avoir une masse critique, pour que ce user-generated content ait un intérêt, c'est impossible. Et après, par rapport aux difficultés justement qu'on rencontre par rapport à ces équipes-là, je pense qu'il y a des compétences qu'il faut développer du côté des diffuseurs énormément. Je pense que c'est très nécessaire de se rendre compte qu'un marché en évolution, si on veut faire la télé connectée, si on veut faire du cross, du trans, quoi que ce soit, il faut avoir les équipes correspondantes chez les diffuseurs et aussi chez les producteurs. Je pense que malheureusement, vous ne vous êtes pas non plus
particulièrement représentatif du marché de production en France. Aussi chez le producteur, c'est doté, et il y en a de plus en plus, il y en a énormément ici dans la salle qu'on a vu ce matin et d'autres que je connais par ailleurs, qui se sont déjà dotés de ces compétences. Mais si on veut un vrai marché, il faut que tout le monde qui souhaite faire du cross-média se dote des structures en interne pour en faire. Juste si je peux, pour développer juste un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que l'idée n'est pas de jeter la balle dans le camp des diffuseurs, loin de là, et surtout pas l'Arte qui a initié quand même, était parmi les premiers à participer à ce mouvement et à expérimenter sur on est bien d'accord. Mais je pense que c'est plus dans la révolution, elle est peut-être plus au niveau de qui est aujourd'hui est médiateur et dans quelle mesure est-ce que un auteur comme certains internautes, certaines personnes qui vont regarder un programme, comment finalement la notion de médiateur est en train de changer et qu'effectivement le public d'un programme est lui-même médiateur. Il est médiateur auprès de sa communauté de 200 ou 300 amis sur son réseau social, au même titre que l'auteur qui a son blog ou autre va jouer aussi un rôle de médiation. Et en plus de celui des partenaires traditionnels, historiques et présents sur ce type de projet dans la plupart du temps. Donc c'est sur cette notion-là, je pense qu'il y a une manière de diffuser, une manière de médiatiser en fait des programmes numériques. Et là, il y a une vraie révolution dans la manière dont on pense en fait cette stratégie de diffusion. Je pense que ce qui change, c'est ce que les diffuseurs appellent régulièrement la notion de rendez-vous. En fait, sur Internet, il n'y a pas de rendez-vous. Il faut trouver, il faut chercher, et on peut le consommer à n'importe quelle heure. Donc, par définition, il n'y a pas une grille de programme, et à 20h, on sait qu'on va trouver ça, quoi. Donc, c'est la difficulté. Ça amène au troisième sujet que je voulais aborder. On a évoqué l'audience au sens sa participation à la création de l'histoire. Maintenant, l'audience, comment on fait pour l'engager? Et puis, vous l'avez déjà évoqué aussi, il y a l'audience qui contribue, il y a l'audience qui est plus passive. Est-ce que vous voyez différents segments d'audience? Et puis, est-ce que cette audience, elle change selon les médias? C'est-à-dire qu'on ne va pas demander la même chose ou proposer la même chose sur un mobile. Vous avez parlé Internet, mais vous n'avez pas parlé Internet mobile ou Internet PC ou Internet TV connecté demain. Donc, quelles sont vos recettes pour engager l'audience? Quel est votre plan marketing pour séduire l'audience? Sans dévoiler de secret. Hein. Du coup, personne ne veut rien dire, évidemment. Une fois de plus, je mentionnerai notre expérience avec le journal de Sofia. Nous avons tenté d'étudier ou d'analyser la manière dont les adolescents, les étudiants travaillent, comment ils fonctionnent. C'était notre première expérience. C'était sur le marché portugais. Il nous a fallu apprendre à nous adresser, à parler comme ces adolescents. Il nous a fallu adapter l'information que nous souhaitions transmettre et l'adapter à chaque média. Ainsi, le journal de Sophie est parti d'un site internet pour passer ensuite à une collection de livres, un programme télévision, un programme radio, un magazine mensuel. Pour chacun de ces médiums, il fallait une écriture propre, un mode de communication adapté aux adolescents. Nous avons dû apprendre également s'il serait plus simple pour eux, plus facile pour eux de regarder ce programme sur Internet ou sur leur téléphone portable. Le journal de Sofia, le programme durait 5 minutes sur Internet, 10 minutes à la télévision, 1 minute 30 ou 2 minutes pour le format téléphone portable. C'était les épisodes téléphone portable. Autrement dit, les adolescents passent un temps différent selon le médium. Ils restent plus longtemps devant la télé. Nous avons pris en compte le fait que la télévision, on la regarde au moment du repas, que l'on se trouve assis devant la télé avec toute la famille. Par contre, lorsque l'on est sur Internet et que l'on surfe, la durée de concentration est bien plus courte, donc 5 minutes est bien la durée maximale tolérable. Les articles publiés dans le magazine ne devaient pas non plus être trop longs, sans quoi les adolescents ne les auraient pas lus jusqu'à la fin.
Il était très intéressant. Nous avons lu énormément de magazines pour adolescents pour comprendre et nous rendre compte de la manière dont ceci pourrait fonctionner. Et ces étapes sont nécessaires. Il faut se mettre dans la peau d'un adolescent afin de pouvoir s'adapter. L'appel à contribution, comment tu as réussi à créer une communauté de gens qui avaient envie tous les jours ou une fois par semaine de dire tiens, moi j'ai une idée de la suite qu'on pourrait donner à l'univers de Sophie. Si j'ai bien compris la question, vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut communiquer avec ces jeunes et comment est-ce qu'on peut avoir leur opinion, leurs propositions. Comment avez-vous récolté leurs apports? Ils avaient la possibilité de rencontrer Sophia en personne. Nous avons organisé 5 fêtes pendant la durée de diffusion de la série à la télévision. Et un nombre incroyable de personnes se sont rendues à ces fêtes et ont voulu rencontrer Sophia. Il nous fallait une personne chaque semaine au bureau qui soit présente pendant 2 heures sur le chat Messenger pour parler aux fans en faisant semblant d'être Sophia. Donc ce personnage était réel. Lorsque les jeunes ont vu l'actrice dans la rue, ils se sont adressés à elle et ils savaient que c'était une actrice. Puis ils s'adressaient à elle et lui disaient « Bonjour Sophia, on voulait vraiment te rencontrer. J'ai tel et tel problème avec mon petit ami, avec mes amis. » Et l'actrice répondait qu'elle n'était qu'une comédienne et qu'elle ne savait pas vraiment comment les aider. Et c'est incroyable de voir à quel point ils ont cru en la réalité de ce personnage. Et c'est ainsi que l'on peut impliquer le public. On les intègre à l'histoire, ils participent à l'histoire. Et à un certain moment, ils ne savent plus exactement démêler le réel de la fiction. Et c'est ce dont il faut tirer parti. C'est ce qui va permettre d'impliquer le public. Engager l'audience. C'est vrai que c'est une très vaste question. Donc je pense qu'il y a pas mal de paramètres. Il y a, je dirais, il y a tout l'enjeu est comment on va donner un tournant social à un contenu, en fait. Comment les gens vont vraiment rentrer dedans et y participer, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a, je dirais, il y a la visibilité sociale qu'on induit à l'intérieur du projet. Donc par exemple, effectivement, sur des dispositifs Facebook, on va essayer de trouver des mécaniques qui vont faire qu'on va recruter parmi les gens les amis des gens qui composent notre communauté. Mais il y a effectivement toutes les questions de visibilité extérieure au projet, donc des enjeux plutôt marketing et médias. Donc comment trouver à l'extérieur du projet des relais vers les médias web, des partenariats web, et comment les inscrire dans un planning stratégique qui soit pas un choc avec l'histoire non plus, quoi. Donc comment, quelque part, ça pose la question de l'éditorialisation un peu créative du marketing à l'intérieur d'une histoire. Et effectivement, est-ce que ça peut, est-ce qu'on peut faire ça de manière très cohérente, quoi. En ce moment, nous, on travaille sur un projet qui s'appelle Boomtown Babylon, qui est développé avec Lotche Soderland et Vincent Moon depuis maintenant 1 an. C'est un projet de web-série documentaire participative consacré au phénomène de gentrification. En fait, l'idée c'est d'inviter les internautes à participer à la création d'une œuvre collective dédiée à la manière dont on vit ensemble ou de plus en plus séparés dans nos cités, clairement. Et c'est vraiment le postulat de départ, c'est que le programme et le projet est écrit avec l'idée qu'on va concevoir une œuvre collective. Donc ça, c'est un premier élément peut-être de réponse, dans le sens où vraiment on prend le taureau par les cornes, vraiment en amont, avec l'idée que le projet est écrit, donc il est écrit avec des réalisateurs, des auteurs qui s'intéressent à ça, qui pas simplement par opportunisme, mais qui ont vraiment un intérêt particulier et pourquoi pas une expérience, voire leur propre réseau social, ce qui va beaucoup aider dans l'appel à contribution. Puisque finalement, l'idée aussi, pour faciliter, je pense, et impliquer, inviter les internautes plus facilement à contribuer, ça va être aussi de diminuer le nombre d'intermédiaires qu'il va y avoir entre l'émetteur du message, du contenu, de l'histoire, et celui à qui on va demander de contribuer. Et ça va passer par effectivement une connexion directe entre les différents auteurs du projet avec leur audience.
Et ça va passer, bien entendu, par le choix des partenaires de diffusion et, si possible, de travailler avec des partenaires de diffusion qui ont déjà des communautés existantes et des communautés qui ont un sens par rapport au programme. Ça, c'est très, très pragmatique. Moi, je pense, d'un point de vue de diffuseur, surtout d'un diffuseur de télé, là où il faut commencer à changer un peu notre façon de penser, c'est qu'on n'est plus devant une petite boîte qui est placée dans le salon de 99% de la population, et du coup, on essaye, et si la programmation est bonne, ça va marcher. Je pense qu'on est toujours sur des multiplateformes et on est toujours sur une audience extrêmement fragmentée. Donc on ne peut pas juste mettre en ligne un programme. Aucun plan marketing sérieux aujourd'hui sur Internet va dire bon bah on va acheter des bannières de pub sur des sites de médias et ça va être tout. Il faut vraiment aller chercher l'audience là où elle est, aller voir les différentes niches qui existent. Et justement, les réseaux sociaux, pour ça, c'est génial parce que justement, ces niches-là sont personnifiées en groupe et en page fan. Donc, je pense que ça, il faut vraiment, surtout d'un point de vue des diffuseurs, parce que je pense qu'à la production, forcément, on est totalement à fond pour que le programme soit aussi vu. D'un point de vue de la diffusion, c'est pas encore totalement assimilé qu'il faut s'investir sur chaque programme et de façon transversale sur les programmes. On a une personne chez nous qui s'occupe à temps plein de façon transversale de nos productions, que ce soit les productions web natives ou les productions qui sont des accompagnements d'antenne, justement pour donner une cohérence à ça. Donc moi je pense vraiment que ce soit connaître vraiment bien le public, si c'est un public de teenagers, aller les chercher sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le fait d'aller chercher l'audience et de ne pas attendre qu'ils viennent parce qu'ils vont pas venir, parce qu'il y a juste une offre de 15 millions d'autres pages francophones au même moment. Parfait. Et je pensais, c'est juste un commentaire par rapport à ce que tu disais, Arnaud. Dans l'interaction, il y a je trouve ça très intéressant le raccourcissement de la médiation, donc la relation créateur-spectateur, si on peut dire. Et puis il y a aussi, et les sociologues nous le rappellent souvent chez Orange Lab, et puis tu en as un peu parlé, Alexander, en parlant des réseaux sociaux, et toi aussi Sandrine, c'est qu'en fait, les gens aiment bien dialoguer avec l'histoire, avec les personnages de l'histoire, mais les gens aiment bien dialoguer autour de l'histoire sans forcément interagir avec les personnages. C'est deux dimensions tout à fait complémentaires, et c'est intéressant de voir que vous, manifestement, rassemblez pas tout l'univers dans un seul endroit qui est votre site internet, etc., mais vous êtes aussi présent là où ont lieu les conversations, c'est-à-dire aujourd'hui les réseaux sociaux, les fanpages, etc. Je vais complètement changer de dimension et je pensais Internet. On a parlé des différents médias, mais Internet, c'est aussi complètement nativement international. Et aujourd'hui, est-ce que vous écrivez en 2 langues? Comment vous voyez les choses, sachant que votre contenu, quand vous le mettez sur le web, sauf protection de droits particulière géographique, il peut être vu par le monde entier? Peut-être on va commencer par quelqu'un qui est déjà international. Portugal et le Brésil. With Portugal and Brazil. Le Portugal et le Brésil, même si c'est la même langue, nous utilisons des mots très différents. Certains mots peuvent avoir un sens très difficile pour les personnes du Brésil. Nous avons eu déjà une adaptation 2 années après le lancement au Portugal du programme Sophia. Nous avons lancé le programme au Brésil. Nous avons mené une adaptation du contenu réalisée par un rédacteur, une personne qui a géré le site internet, qui a répondu à nos questions. Et toutes les caractéristiques que l'on retrouve dans la version portugaise ont été transposées à la version brésilienne. Pour un public français, britannique ou autre qui se rendrait sur notre site, quelle est notre stratégie? Nous avons commencé au titre de production portugaise, mais nous avons choisi notre nom en pensant que nous pourrions vendre ce projet sur d'autres marchés. Sophia est un prénom universel. 3 années après le début, nous avons vendu ce format à Sony
Images et Télévision et ils n'ont pas acheté les droits du format. Ce contenu n'est pertinent que s'il est localisé, que s'il est adapté à un nouveau pays, à une nouvelle langue. Il est produit uniquement au Royaume-Uni et donc tous les scénarios ont été réécrits, réadaptés à cette réalité. Il existe une version chinoise du journal de Sofia, dont le site internet est en chinois. Je ne comprends pas un mot de ce qu'ils écrivent sur ce site. Je ne sais pas exactement si cette Sofia ressemble plus à la Sofia portugaise ou à la Sofia anglaise. Au départ, cette question ne s'est pas posée. Mais nous avons un certain nombre de versions du même projet désormais. Et ceci est plus pertinent. Donc nous vendons le format, mais pas le projet lui-même. Parfaitement résumé de façon très pragmatique tous les avantages et les inconvénients du fait que Internet soit international et ne dépende plus d'un service public national payé par une redevance. C'est juste que d'un côté, il y a un vrai problème, c'est comment faire surgir un marché si on peut que vendre des concepts et pas vraiment des produits finis, comme c'est le cas aujourd'hui pour la télé. Moi, je pense qu'effectivement, avec un tout petit peu de créativité, on peut parfaitement le faire. Je pense que ça ne devrait pas être un problème. Effectivement, pour beaucoup de diffuseurs, beaucoup de producteurs, ils appréhendent un peu parce que c'est une vraie question où est l'intérêt de juste prendre quelque chose qui est adapté à la jeunesse portugaise et juste le traduire en chinois avec une réalité totalement différente. Je pense qu'il faut effectivement beaucoup plus adapter un concept et vendre ce concept. Il faut voir si le marché peut adapter. De l'autre côté, je pense néanmoins que le fait que ce soit international produit quand même des opportunités fantastiques. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, grâce à des coproductions internationales, juste en ayant 4 coproducteurs dans 4 pays différents, avoir accès à une quinzaine d'aides publiques. Je pense que c'est une façon très française de voir les choses. Les collègues américains diront toujours oui, mais comment ça? How you monetize it? Mais moi, je pense vraiment on peut produire des projets de plus en plus ambitieux grâce au fait qu'on ait justement des structures de coproduction internationale. Et ça, c'est que possible sur le web. Du coup, le produit fini va être international. C'est pas une adaptation format, adaptation pays par pays à partir d'un format unique. C'est bien un produit unique sur tous les pays. Pour moi, je verrais deux possibilités. La première possibilité, c'est que c'est un concept original qui vient d'un pays. Après, on vend le concept et on l'adapte. Ce qui serait plutôt une façon de faire achat posteriori très audiovisuel classique. Ou bien justement le fait que ce soit international et fait en amont avec des coproducteurs, bien sûr, c'est que adapté à des sujets fortement internationaux. On va difficilement faire quelque chose sur la jeunesse japonaise qui aime Hello Kitty à travers le monde. Je ne pense pas que ça va forcément intéresser. Surtout, il y aura un vrai problème avec la participation. Parce que pour un sujet télé, c'est très bien, on aime le voir parce que c'est un peu grand reportage, c'est intéressant, mais comment on veut participer à ça? D'autres points sur l'international, non? Non, oui, non. Après, oui, on est vraiment au début de cette expérience et les accords internationaux se comptent vraiment sur les doigts d'une main ou de deux. Mais en tout cas, oui, on est et ça passe par des accords de coproduction et je pense qu'ici, il y a des projets qui font l'objet déjà de coproduction internationale. C'est bon signe, ça passe par les producteurs, ça passe aussi par les diffuseurs, mais on est qu'au début. Alors j'ai d'autres questions, mais je propose de réveiller tous ceux qui sont endormis là-bas. Non, je plaisante. Et de passer la parole à l'audience pour que chacun puisse poser les questions qu'il a en tête. Merci d'ouvrir. Bonjour. Voilà, vous parliez d'écriture cross-média. On sait qu'une production ne se décline pas d'un média à l'autre, mais qu'il faut adapter une écriture.
Et par rapport à votre retour d'expérience et les différents supports médias que vous avez eu à décliner, entre guillemets, comment vous pourriez préciser la typicité des écritures en fonction des différents supports médias? C'est vrai que ça pose plein de questions en amont et surtout je pense que effectivement on n'écrit pas un feuilleton Twitter comme on va poster des statuts Facebook par exemple pour un personnage. Donc j'en reviens par exemple à Fanfan 2. Donc ça demande en amont de bien réfléchir à au rythme. Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de code en fait fictionnel par rapport à ces supports-là. Donc je pense qu'on est encore dans l'expérimentation et qu'il faut tester des choses et voir ce qui fonctionne auprès du public en fait. Oui, je peux compléter avec l'expérience qu'on a au Transmedia Lab d'Orange. D'une part, parfois on est surpris de voir que des contenus longs, même si on a tendance à concevoir des contenus courts plutôt pour Internet et le mobile à cause de l'attention qui est peut-être plus difficile à capter étant donné les sollicitations qu'il y a sur le même device, on est surpris de voir qu'il y a des contenus longs sur mobile qui arrivent en tête de consommation, hein, notamment dans notre catalogue VOD. Donc voilà, expérimenter. Et après, nous, on s'attache à bien différencier Internet PC de Internet mobile. Les retours qu'on a, c'est le mobile, c'est vraiment et c'est ce qu'on donne un peu dans nos conseils quand on aide des projets. C'est vraiment un objet intime. On parle de doudou mobile. Donc les gens, quand ils oublient leur mobile à la maison, ils retournent à la maison chercher leur mobile. C'est quelque chose, quand on veut vous joindre, on vous appelle sur le mobile. Quand on veut vous passer une information mais pas vous joindre dans la minute, on vous envoie un mail. C'est mail PC sous-entendu. C'est instantané, c'est intime, c'est maintenant géolocalisé. Donc c'est aussi un mix d'usage et de technologie et on peut aussi avoir de la réalité augmentée au travers des images qu'on passe. Donc ça, c'est autant d'outils pour les créateurs pour se développer. Le PC, je pense ou l'Internet PC, je pense que vous en avez beaucoup parlé autour de l'interactivité, la participation, c'est vraiment le média roi pour ça. Alors qu'on va moins chercher à faire réagir les gens sur un mobile. Continuez l'histoire, écrivez votre texte ici, on va moins le faire sur un mobile. Ce qui va être intéressant de voir, c'est la TV connectée. Parce que là, on va avoir des contenus conçus pour Internet au sens large, mais sur un média qui est un média plutôt passif, d'usage collectif. Donc, est-ce qu'on va avoir une adaptation des contenus en disant ça c'est le contenu pour Internet PC, mais ça c'est la version TV connectée, et des choses comme ça, ou pas, voilà. Bonjour, une question pour Alexandre, enfin, deux questions en une. Vous avez parlé de programmes web enrichis autour des programmes télé, on a parlé de WebDoc, mais vous avez parlé de la série Addict aussi. Est-ce qu'il y a un précédent, je sais pas, en France ou ailleurs, d'une production qui se serait installée sur le web, sur un format web documentaire par exemple, donc dans la durée, et qui aurait donné ensuite naissance à des documentaires traditionnels? Ou c'est des choses complètement... Est-ce qu'il y a des passerelles? Parce que... Donc un format récurrent qui existait d'abord sur le web et qui après existait à la télé. Mais donc un format récurrent, pas un one-shot sur le web qui après est devenu un documentaire. La deuxième question inhérente à ça, je suis complètement aveugle là-dessus, c'est quelle est la durée de vie d'un webdoc en fait? In fine, il n'a pas une durée. L'avantage des webdocs, ils peuvent, tant que les droits sont renouvelés, ils peuvent rester en ligne toujours. C'est bien pratique pour les festivals, mais je pense qu'en général, pour faire suffisamment de community management, pour justement avoir une audience active qui revient, parce que finalement, c'est quand même la bataille de l'audience, c'est la bataille de la fidélisation très clairement. Je dirais que entre 2 et 4 mois. Parce qu'en dessous de 2 mois, on fait vraiment rien. Finalement, Internet, c'est l'instantanéité, mais pour vraiment asseoir un projet, surtout si c'est un projet de grande ampleur, je pense qu'on peut rien faire en dessous de 2 mois pour vraiment bien communiquer dessus.
Et après, on a remarqué surtout, par exemple avec Prison Valley, qui était un format très... tout dépendait de l'activité de la communauté tout autour, parce qu'il n'y avait pas d'épisode. Les gens décidaient eux-mêmes quand est-ce qu'ils allaient finir de consommer. Et on a vu qu'il y avait des pics après, bien sûr, les jours du lancement, mais après un mois à peu près, après ça retombait lentement. Au bout de 3 mois, il y avait une certaine lassitude. Donc moi, je dirais vraiment une durée de vie de 2 à 4 mois. Après, tout dépend s'il y a de la télé derrière, justement, parce que je ne pense pas que ce soit intelligent de prévoir, par exemple, un webdoc 4 mois avant le lancement télé, parce qu'on va juste susciter la lassitude générale au moment où on voudrait faire de la pub au programme télé. Je pense, vraiment, oui. En revanche, là où je ne suis pas du tout sûr, c'est que ces deux publics soient compatibles. Je pense qu'ils sont très différents. C'est pour ça que je pense que la télé connectée va être un défi beaucoup plus de diffusion, mais plutôt de diffusion classique et d'enrichissement de programmes passifs classiques que de réinciter des jeunes à regarder à nouveau la télé. Je pense que même avec la télé connectée, ils ne vont pas venir, ou en tout cas pas dans un premier temps. Et la première question, du coup, je pense que je l'ai oublié un tout petit peu par rapport au format récurrent, non Non, on était sur cette idée. Est-ce que vous avez en tête un précédent, justement, d'une audience qui se serait construite par le web et qui aurait créé de l'attente pour diffuser en télé Il y a un exemple qui me vient en tête, mais qui est un exemple de fiction, pas de documentaire. Ça s'appelle Malviviendo. C'est un format espagnol sur le chômage en Espagne, donc rien de plus sur le chômage des jeunes en Espagne, donc rien de plus proche des gens. On a commencé à le publier sur YouTube Espagne en septembre, me semble-t-il, et en décembre, ils étaient à 27 millions de vues. Et ils sont en train de faire un programme antenne qui va juste, de par cette énorme communauté web, sûrement aussi faire un carton grâce à cette préparation web à l'antenne. Mais en général, pour vraiment faire une publicité efficace et pour vraiment drainer l'audience, nous on compte les millions par mois, alors qu'à l'antenne on les compte par jour. Donc je pense que c'est très difficile de vraiment influencer de façon significative l'audience d'un programme télé pour le moment. C'est pas en termes d'audience, mais sur Arte, il y avait eu le Arte 20 Show, c'est ça, qui est devenu ensuite un documentaire, qui est d'abord né sur le web avant de devenir un documentaire. D'ailleurs, je crois qu'au départ, c'était pas pensé pour être un documentaire sur la télé. Celui-là, oui. Par contre, pas d'autres. On avait l'expérience de 20 Show où on incitait justement en 2008 les gens à participer pour qu'ils passent à la télé. Parce que vous imaginez bien que sur Arte, on a un problème quand les gens participent à chaque fois, ils se disent « mes commentaires vont être relus par des agrégés Bac plus 10, j'ai peur de commenter ». Donc pour vraiment les faire participer en vidéo, c'était tellement difficile qu'on a dit « on va faire passer à la télé ». C'était un échec total. On a eu 40 participations sur 3 mois. Mais néanmoins, justement, là, c'était prévu, la version télé était prévue dès le début. Dans d'autres cas, comme Gazas de Prison Valley, qui après sont devenus des documentaires antennes, c'était pas prévu dans les statuts dès le début. Et on a un autre format qu'on est en train d'expérimenter, qui est 60 secondes, donc notre première fiction exclusivement Facebook, où là aussi on est en train de penser que ça pourrait peut-être donner quelque chose à l'antenne, mais qui là pour le coup était vraiment pensé très nativement web et même très nativement Facebook. Donc on est en train de voir ce qu'on va faire avec ça. Il y a aussi C'est notre histoire sur France 5 de Kappa qui démarre sur Internet et se traduit ensuite par un documentaire sur, je crois qu'il y a eu Nos années Mitterrand, Nos années Platini, des choses comme ça. Donc il y a des appels à contribution personnelle et ensuite il y a un documentaire. Moi j'avais une question, je voulais revenir à Addict. C'est un cas hyper intéressant, je trouve. Personnellement, je vais être un tout petit peu critique. Excusez-moi, je sais que c'est toujours facile de troller derrière, mais personnellement, j'ai trouvé que toute l'écriture ARG qu'on pouvait voir poindre derrière comme ça, elle était occultée par une je trouve, mauvaise écriture classique, c'est-à-dire une assez mauvaise réalisation, un assez mauvais jeu d'acteur. Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose sur l'importance quand même de l'écriture classique, c'est-à-dire écrire correctement les épisodes, avoir des comédiens bons, enfin, voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est une critique que j'ai entendue souvent et que j'exprimerai moi-même. Je trouve que ça nous dit beaucoup sur la façon de produire de la fiction pour le web et le fait que produire un web reportage pour 20 à 40 000, produire un web documentaire pour 250 000, d'accord, produire une web fiction pour 1,2 million comme c'était le cas d'Addict et encore c'était totalement sous-financé. Il faudrait plutôt s'interroger sur le modèle économique qu'il peut y avoir derrière. Parce que finalement, l'ARG, on a investi à temps dedans, ça marche, mais c'est occulté effectivement par des épisodes qui, surtout vers la fin, sont plutôt moches. Je vous le concède totalement parce que justement, il y a eu un problème de sous-financement dans la production. Effectivement, donc il faut vraiment penser... beaucoup plus large et voir dans quelle mesure on peut sortir, comme nous on sort 5 ou 6 projets de webdoc par an, on ne va pas sortir 5 ou 6 projets de webfiction par an parce que je pense que tous les moyens de tous les fonds publics à travers le monde ne suffiront pas pour faire ça. Donc je pense que c'est plutôt là. Après, l'auteur qui a écrit la partie classique est aussi celui qui a conçu l'ARG, c'est Vincent Ravalec. Donc je pense que c'est vraiment pas lui, je pense que c'est nous qui avons sous-financé ce projet. Je me permets une petite question un peu iconoclaste. Vous faisiez référence aux jeux vidéo. Petite parenthèse, demain à 14h30, il y a un débat sur comment les jeux vidéo peuvent nous apprendre le monde numérique. Donc ça partage parfaitement ce que vous dites. Et dans l'univers des jeux vidéo, il n'y a pas nécessairement d'auteur. Ou en tout cas, il n'y a pas de rémunération d'auteur. Pas toujours. Il y a, mais plutôt pas que dans l'univers de la vidéo. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver dans les projets transmédia demain, de ne pas avoir d'auteur et d'avoir des gens qui vont écrire, travailler à la création sans être considérés comme des auteurs? C'est compliqué d'exprimer sur cette question en France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des pools créatifs, quoi. Ça me paraît nécessaire et une condition sine qua non de ce type de projet. Mais ça veut dire que tu n'es pas auteur quand tu es en pool créatif, ou ça veut dire que... Honnêtement, parce qu'on a eu Pascal Regard qui nous a fait tout un speech très intéressant sur le principe de la copie privée, du droit d'auteur, qui est très bien, qui date de la Révolution française. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde moderne sur Internet ? C'est très compliqué, quoi. Enfin, c'est vrai que quand un community manager écrit et répond en tant que le personnage d'un auteur, il devient co-auteur. Alors soit tout le monde est auteur, soit plus personne n'est auteur, effectivement. Enfin, là, Et vous gérez ça comment pratiquement aujourd'hui? Ils ne sont pas auteurs? Les community managers ne sont pas auteurs aujourd'hui. Bonjour, Amélie Sudreau. En fait, je réalise mon mémoire sur la fiction interactive. J'essaye. Une petite question pour Sandrine Girbal. J'aimerais bien savoir votre budget et l'audience sur Faits divers paranormaux. Et une petite question un peu pour chacun. En gros, on a vu que ça coûtait plus cher à produire, que l'équipe de production était remaniée. Moi, j'aimerais bien savoir comment on gagne de l'argent avec ça, en fait. Tu as raté la session business model de ce matin. Tout était dit. Moi, je m'en voudrais de redire ce qui a été dit. Et on en refait une demain avec la publicité et le micro-paiement. Pourront-ils financer la production numérique? Je vais répondre à ta question. Pour Faits divers paranormaux, il y avait un budget de 200 000 euros, financé à moitié par le CNC et par Orange, sachant qu'on a produit une série télé, une plateforme web. On a animé un dispositif pendant 4 mois sur Facebook, donc c'est vraiment des budgets encore vraiment tout petits, quoi. Voilà. Et quant au modèle économique, effectivement, tout reste à faire. C'était plus une sorte de test, en fait, puisque l'idée, c'était pour Orange, en tout cas, je pense, je ne vais pas me parler à leur place, mais c'était de voir quel mix on peut trouver et à quel moment... quel va être le moment de péage, en fait. Le téléspectateur consomme une partie du contenu, une partie des histoires. Est-ce qu'il va faire, par exemple, la démarche de prendre un abonnement pour s'inscrire à une chaîne payante pour voir le reste des contenus? Donc là, c'est encore une question. C'est pas ma spécialité. Mais la semaine dernière, j'ai eu un exposé très brillant de Guillaume Blanchot du CNC.
et on n'est pas le pays moins bien loti pour créer et développer des projets. Alors après, rajouter, et y compris transmédia. Alors après, la manière de le présenter aux diffuseurs, on avait eu deux approches, nous, je ne sais pas ce qu'en penseront les producteurs. Il y a une approche qui était, c'est un concept totalement nouveau, révolutionnaire, qui existe sur les différents écrans, et donc du coup ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut tourner des images pour ces autres supports, et il faut de l'animation de communauté, il faut de l'écriture pour engager plus l'audience, penser à l'interactivité. Ou alors, eh ben, non, c'est un projet télévision ou cinéma, mais on est obligé d'en faire un marketing transmédia, et donc de créer des choses pour le web mobile ou le web PC pour maximiser l'audience devant le poste de télévision ou le cinéma. C'est un peu de technique de vente, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour nous, c'est sûr qu'on fait, a priori, on ne s'engage pas dans ce milieu-là avec l'idée qu'on va vraiment faire de l'argent. Enfin, c'est pas ça, vous savez. C'est pas l'objectif premier. C'est pas l'objectif premier de nos auteurs non plus. Je pense pas l'objectif premier des diffuseurs avec qui on travaille non plus. En tout cas sur ces programmes-là. Maintenant, il y a des montages. Enfin, on bénéficie effectivement en France d'un dispositif d'aide extrêmement riche et complet, qui permet déjà aujourd'hui de financer des projets qui ne sont pas forcément diffusés sur des médias, uniquement sur des médias traditionnels, mais aussi voire même des projets qui sont diffusés que sur Internet ou sur les mobiles. Donc c'est toujours des montages un peu compliqués, c'est toujours un risque qu'on prend quand on lance le projet, mais on peut y arriver. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que la recette n'est pas très différente de celle qu'on doit mettre en place quand on monte un projet de documentaire ou un projet de fiction. Vous connaissez peut-être ça mieux que moi. Ensuite, il y a effectivement le micro-paiement. Ça, c'est une approche que certains réalisateurs mettent en place pour justement être autonomes, pour lancer leur production. Il y a la souscription, pourquoi pas sur des plateformes comme l'iPad ou autres, sur lesquelles il y a des nouvelles places de marché qui se créent et qui effectivement permettent d'avoir du contenu interactif payant, ce qui est très difficile sur Internet PC aujourd'hui. Et ensuite, il y a tout ce qui est brand content, mais là, on est dans un autre monde. Je pense qu'on est dans une autre catégorie de production qui peut être très intéressante, mais qui ne relève pas d'un travail d'auteur à proprement parler, comme en tout cas on entend ici. For Sophia's Diary. Pour le journal de Sophia, nous avons été financés par la vente des livres. Nous avons eu un pourcentage de la part de l'éditeur. Nous avons également des financements à partir de l'émission télévisée. La chaîne de télévision a acheté la série, donc a payé. Et nous avons également eu des sponsors qui nous ont apporté des sources de financement supplémentaires. Nous avons reçu des financements grâce aux SMS, aux textos envoyés par les personnes qui ont voté. Ceci était également une partie de nos financements. Les livres sont toujours en vente, donc nous continuons de percevoir des revenus par ce biais. Tu disais que le brand content, c'est pas un travail d'auteur, mais quand on voit mes colocs, Riyad Satouf, quand même pas mal comme auteur, une série qui marche et qui est purement du brand content puisque c'est purement financé par BNP Paribas. Ça rentre dans un autre métier pour toi ou ça rentre dans le même métier? Je pense que la question du brand content, elle se pose différemment si on parle de projet de fiction et de projet documentaire. Donc voilà. Tu vas l'aborder demain, non? Oui, il sera là. Nicolas Levent de BNP Paribas sera là. Et il viendra nous présenter, je pense que vous avez tous vu sur le web, Mes Colocs, qui était un projet qui a été produit par BNP Paribas, qui est une série online sur Dailymotion, YouTube et autres, qui a fait un gros carton, réalisé ou en tout cas écrit pour grande partie par Riyad Satouf, et maintenant qui va devenir une série sur Canal, et qui va devenir un film long métrage produit par Pathé. Tout ça étant à l'origine et encore aujourd'hui un projet porté par BNP Paribas. Donc en termes de brand content, on est sur quelque chose d'assez intéressant parce que ils amènent d'un projet qui est né, voilà, ils le font grandir grâce à leur financement en tant que banque. Donc c'est vraiment assez original.
Il sera là à 16h30 demain pour la dernière conférence. Je trouve ça intéressant, cette chronologie de démarrer par le média Internet, d'expérimenter quelque chose. Comme Sandrine l'a dit, les usages et encore moins les technologies sont figés sur Internet. Donc du coup, il n'y a pas de recette acquise, c'est pas stable. Donc ça vaut le coup d'expérimenter là-dessus avec des budgets peut-être réduits, sans dégrader l'histoire, sans dégrader la création. Il ne faut pas prendre les internautes pour des idiots. Et puis, au fur et à mesure, de créer de la notoriété, de l'audience, de créer une marque, finalement, autour de ce contenu, qui va être pris sur des médias qui ont un impact audience plus fort, quoi. Un autre projet dont... mais sans micro, c'est compliqué. Nico, sans micro, c'est compliqué. Un autre projet auquel je faisais référence ce matin, Immédiat, qui sort aujourd'hui, un projet sur les réseaux et les influences des réseaux, qui est en freemium. Donc la plus grande partie est gratuite, que sur le net. Et ensuite, excusez-moi, je ne vais pas faire du Larsen. Et ensuite, il y a une partie qui est en micro-paiement, sur lequel vous allez pouvoir acheter des contenus supplémentaires et un bouquin, un peu dans l'esprit de Sophia's Diary, un bouquin qui va sortir derrière à la rentrée, je crois, sur ce sujet et de l'influence des réseaux en France. C'est un modèle qui est assez intéressant. On ne peut pas dire encore comment il marche, parce qu'il est sorti aujourd'hui, mais c'est un modèle qui est intéressant à regarder, en tout cas, en termes de documentaire. Et il sera là aussi demain à 16h30 pour en parler. J'ai un mot pour conclure, si tu veux. Parce que la question, c'était l'écriture numérique, une révolution ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est une révolution. On a passé... en revue beaucoup d'aspects qui changeaient. Donc c'est certainement un tourbillon et une profonde mutation. On a parlé d'interactivité, on a parlé de construire ses parcours, on a parlé d'équipes multiples, on vient de parler de la relation avec les marques, de la relation avec l'audience, l'aspect international. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses à assimiler pour ces projets de création. Et c'est normal qu'aujourd'hui, la recette gagnante reste encore à construire. Si tant est qu'il y a une recette gagnante dans les industries de la création. Donc on est bien dans le cœur de l'innovation et ça rejoint ce que disent souvent les professionnels du cinéma, mais en parlant d'autre chose, qui est le cinéma, c'est une industrie de l'innovation, parce qu'il y a eu le muet, le parlant, la couleur, le Dolby et maintenant la 3D. Là aussi, on est dans une industrie de l'innovation, pas tant en termes de nouvelles technologies, mais en termes de nouveaux modes de fonctionnement, nouveaux business models, nouvelles écritures. Merci beaucoup à tous nos panélistes et à notre animateur. Merci beaucoup.